Attention, cet épisode spoil le film Memories of Murder. Nous vous invitons à aller voir ce chef-d'œuvre et de revenir écouter le podcast. Pour les autres, bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue sur l'épisode 37 de l'ASP, le podcast hebdomadaire qui parle de cinéma asiatique. Toujours en compagnie de Kiko. Comment ça va ? Toujours là, toujours présent. Bonjour tout le monde, bonjour Céline, comment ça va ? Bah ça va bien, comme toujours. Donc aujourd'hui, on va quasiment faire de Bong Joon-ho coup sur coup parce qu'on va parler de Memory of Murder. Exactement. Donc un film de 2003, un peu type thriller. Un peu Carrément même. Ouais, carrément. Quels sont tes souvenirs de Memories of Murder ? C'est un grand film. Ouais. C'est un film important pour le cinéma coréen et pour le cinéma aussi de Bong Joon-ho. Donc après, au niveau souvenir, on va dire qu'il me reste pas mal de choses quand même. Ouais. Surtout sur la finalité du film, qui est resté, on va dire, iconique. Un peu comme Zodiac de Fincher. Ouais, tu vois, c'est un peu les deux films pour moi qui se ressemblent sur leur enquête. Sur leur enquête, oui, merci. De se baser sur des faits réels, avec un serial killer qui n'a jamais été démasqué. Sauf que, spoiler alert, le serial killer du film Memory of Murder a été découvert depuis. Ouais. Depuis 2019, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai plus la date en tête, ouais, mais effectivement, c'est assez récent. C'est assez récent. C'est 2019-2020, je ne sais plus trop. Donc, c'est 13 ans après le film sorti en quelle année, il est sorti en 2003. Donc, oui, donc 16 ans après la sortie du film. Ouais. Maintenant, moi, ce que j'ai hâte, c'est de revoir le film à travers ce prisme-là, en fait. Ouais, avec le fait que le serial killer a été retrouvé, donc en fait, il n'est plus inconnu aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai que c'était quand même marquant de se dire que oui... comme tu disais, exactement sur le même schéma que Zodiac, quoi. C'est aussi des grands événements qui ont marqué un pays. Autant les USA pour le tueur du Zodiac que la Corée pour le tueur de Memory of Murder. C'est des choses qui ont vraiment bouleversé en fait la société, et de savoir que justement ils n'ont jamais été retrouvés, ça amène un mystère supplémentaire, et puis un peu d'horreur, parce que tu dis que la personne elle est toujours dehors, et au final on peut pas être sûr de l'intégralité de ce qu'ils ont fait, quoi. Surtout que je pense qu'on en parlera un peu plus dans le film après, mais de mémoire, c'est le premier serial killer en Corée du Sud. Oui, moi c'est ce que j'avais en tête aussi. Et le tueur du Zodiac, il fait pas partie des premiers aussi ? Non, il y en a eu d'autres avant. Ça se passait dans quelles années Pour moi, le tueur du Zodiac, c'est les années 70, quelque chose comme ça. Moi, je pensais années 60, un truc comme ça, mais j'ai plus de souvenirs non plus. Après, à voir, hein, je dis c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Pour moi, il y en avait d'autres avant. Par contre, ça a été un des plus marquants, parce que c'est un qui a beaucoup joué avec la police et avec la presse, en fait. Oui, qui a c'est vraiment clair. utilisé autant le monde journalistique à son avantage, et après à jouer avec les flics. Et donc il y avait vraiment un côté de chasse entre le chat et la souris qui était hyper déroutant pour l'époque, quoi. Et si je me souviens bien, bon, je vais peut-être spoiler Zodiac, hein, mais la fin du film, ils recevaient un message de la part du serial killer qui disait qu'un jour il ferait un film sur lui. Ouais. C'est ça, non ? Je crois, ouais, c'est ça. Et ça m'avait matrixé. Ouais. C'était complètement dingue de se dire... tu vois, c'est con à dire, mais c'est le genre d'histoire, en fait, entre guillemets, populaire, qui te fascine sur des choses horribles. Ouais, je suis d'accord. C'est un fait divers, en fait, qui va être hyper... avoir une attirance un peu malsaine, en fait, de vouloir savoir. C'est comme l'histoire du petit Grégory en France, le fait d'avoir jamais su qui c'était vraiment. Tout le monde en France a cette histoire-là en tête, en fait. Mais il y a eu un tournant dans l'histoire du piège. Ouais, ils ont retrouvé aussi après les ADN, je crois, très récemment. Très récemment. L'année dernière ou cette année. Oh, cette année. Il y a des personnes qui ont avoué des choses et tout, mais il n'y a pas tout le fin mot de l'histoire non plus, quoi. J'avoue, j'ai pas suivi cette histoire-là, donc je peux pas en dire plus. Mais non, c'est moi déjà. Alors, c'est pas le cas de Memory of Murder, mais moi j'adore les cold cases, en fait, vraiment les histoires d'affaires qui n'ont jamais été classées. Donc même si c'est pas une ancienne affaire qui ressort, le fait qu'on sache qu'en fait c'est des histoires qui au final sont devenues des cold cases, je trouve ça hyper intéressant, quoi.
Ah ouais, c'est clair. Bah, je sais très bien que tu es fan de ça, donc tu nous en parleras peut-être un peu plus dans l'épisode. Carrément. Nous sortir 2-3 anecdotes peut-être. On va essayer. Ok, bon bah c'est parti. Bah ouais, c'est parti. Allons-y. Et bah à tout de suite. À tout de suite, alors regardez le film. 야 임마 손으로 그러지 말고 뭐 각구목이라 좀 구해가지고 받고 그래라. 어? 감식관도는 이거 완전 개판이었어. 야 이거 어떻게 된 거냐 이거. 여자들 이거 다 주는 거지. 우리가 진짜 죄가 없어? 시작. 누구까지 마무리가 안 되냐. 서태윤 경장. 네, 이번 사건 때문에 일부러 자원을 해서 오십니다. 아들 비 오는 밤에 살해됐다고요. 여시 풀어줘. 범인 아냐? 다 잡은 제발 네가 뭔데 이 새끼야. 올밤에요. 올밤에 당장 켜지고 맙니다. 목격자가 있나? 어떤 증거가 있나? 뭐 있어야 뭘 하지. 하여튼 난 안다. 절대 안다. Ça y est, nous revoilà. On vient de regarder Memories of Murder, donc un film de 2003. Donc comme on parlait tout à l'heure, ça parle d'un tueur en série. Donc on est forcément dans la catégorie thriller crime. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit pitch, Kiko, s'il te plaît, histoire qu'on puisse savoir de quoi ça parle? Bien sûr, on va essayer d'être approximatif comme d'habitude. Alors, Memory of Murder, c'est un film qui se déroule dans les années 80, plus précisément en 1986, dans la Provence de Gyeonggi. C'est dans une petite campagne où en fait il va se passer des horreurs, c'est-à-dire que on va retrouver le corps d'une jeune femme violée et assassinée. Donc à partir de ce moment-là, une enquête va s'ouvrir et en fait les meurtres vont s'enchaîner mois après mois. Année après année. Année après année. Donc l'horreur que va traverser cette petite campagne de Corée va se propager à la Corée entière parce que ça va être la première série de meurtres, donc la première histoire autour d'un serial killer en Corée du Sud. Et donc on va suivre deux inspecteurs, qui fait partie de cette province et un inspecteur qui viendra le rejoindre qui est de Séoul et ils vont essayer de découvrir qui a commis tous ces meurtres et par la même occasion, pourquoi aussi. Oui, c'est ça. L'objectif est d'arrêter le serial killer. Voilà, mais bon, le film va au-delà de ça. Et donc, c'est le pitch de base. C'est ça. Maintenant, on va essayer d'en parler un peu plus. Donc, alors, avec ce deuxième visionnage, petit retour à chaud. Eh ben, c'est toujours aussi excellent. Ouais. C'est toujours aussi excellent. Je plus sois. Quoi dire à part que je crois que Bong Joon-ho fait désormais partie de mes cinéastes préférés. Ouais. Après 2 films, même si j'adorais la majorité de ces films. Là, les 2 derniers qu'on a fait, donc c'était quasiment coup sur coup, avec un petit monologue qui s'est glissé entre deux. Mais Bong Joon-ho, là aujourd'hui, j'arrive à mieux, entre guillemets, le cerner. Ouais. Même si c'est pas vraiment l'adjectif adéquat, parce que c'était pas non plus un réalisateur que je détestais ou qui me laissait un peu perplexe. Ouais. Pas du tout. Si j'adorais ces films. Même s'il y en avait quelques-uns, on l'avait dit, The Host, tout ça, j'étais resté un peu à côté. Donc là, pareil, j'ai hâte de les revoir. Ouais. Mais pour le coup, Mother et Memory of Murder que j'adorais déjà beaucoup, et bah là, il a pris une autre dimension. Ouais, je suis d'accord. Une dimension quasiment astral plus, tu vois. Ouais, je vois cosmique, cosmique de l'espace. Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, je vais m'arrêter sur ce premier tour de table à chaud. Et je vais te laisser te dire ce que toi tu en as pensé. Eh bah pareil, donc j'ai particulièrement adoré. J'avais beaucoup aimé la première fois, mais en fait, il y avait beaucoup de choses où les souvenirs que j'avais, c'était beaucoup plus des ambiances, des sensations, tu vois, la pluie, des choses comme ça, mais j'avais moins de scènes, et le déroulé plutôt. J'avais des scènes en tête,
mais j'avais pas forcément le déroulé dans l'ordre, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, il m'avait laissé tellement un choc un peu quand je l'ai vu que j'ai pas tout, comment dire, retenu vraiment à 100%. Je sais pas, c'est un peu bizarre à expliquer, mais genre qu'en gros, voilà, j'ai vraiment retenu beaucoup d'ambiance, de sensations. Et donc j'ai aussi beaucoup aimé de pouvoir redécouvrir le déroulé de l'enquête, même si je connaissais la fin. Moi, je me souvenais forcément des éléments majeurs de l'enquête. Donc voilà, c'est un très très bon film. C'est un film où quand justement on a regardé la date en avant-séance, où je trouvais qu'il faisait pas du tout film des années 2003. Quoi. On a l'impression que c'est un film qui a été fait très récemment. Je trouve qu'il a pas du tout pris une ride. Et voilà, c'est un film qui est, en plus d'être extrêmement bien fait, d'un point de vue cinématographique, est aussi un très bon film d'un point de vue de l'histoire vraie que ça transmet, même si effectivement, on en reviendra un peu plus tard, mais c'est pas que 100% sur des faits réels. Oui, donc je trouve que c'est un film qui est important, autant d'un point de vue cinématographique que sur l'enquête et sur la réelle enquête qu'il y a eu. Donc même si tout n'est pas forcément tiré de l'enquête, on reviendra un petit peu plus tard, je pense, dessus, mais je trouve que c'est un film qui va bien servir en fait aussi cette histoire-là, la raconter autant d'un point de vue des enquêteurs que, comme on disait, sur l'impact que ça a pu avoir sur la Corée. Voilà. Ok, parfait. Bah, premier tour de table terminé. Ouais. On va essayer. Alors déjà, je vais mettre un petit warning quand même. Ouais. Un petit warning, peut-être spoiler alerte, je sais pas. Mais de toute façon, on a déjà plus ou moins spoilé dans l'avant-séance. On avait dit que c'était une enquête qui se terminait pas vraiment. Irrésolue, ouais. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû mettre le spoiler alerte avant. Désolé pour ça. Je vais peut-être mettre un petit message d'alerte quand même avant l'épisode. Ça serait dommage que des personnes qui ne connaissent pas du tout le film et qui ne connaissent pas du tout l'histoire de ce serial killer qui a sévi dans les années 80 en Corée du Sud soient gâchées un peu. Ouais, bien sûr. Parce que même si, tu vois, c'est marrant parce que le film, que ce soit au début, à la fin, il ne mentionne pas que c'est basé de faits réels. Non. Alors après, dans le reportage, Bong Joon-ho, il disait que c'était un tiers vraiment de faits réels qui sont vraiment proches, où ils ont vraiment enquêté sur les meurtres qu'il y a pu avoir, un tiers sur une des pièces de théâtre qui a été faite avant le film et qui a eu apparemment un gros succès aussi en Corée, et un tiers sur sa propre imagination à lui. Donc effectivement, c'est pas un film qui va être 100% biographique, mais voilà, il y a quand même une base très solide sur les vrais meurtres qu'il y a eu à ce moment-là. C'est ça. Donc ouais, du coup, on va la fin, on le sait tous plus ou moins, comme on l'avait dit que c'était un peu le même rapport que Zodiac. Et comme le film de Fincher, on sait tous que c'est basé sur le tueur du Zodiac qui n'a jamais été découvert. Et donc le film se terminait sur une pancarte qui disait que le tueur avait hâte, entre guillemets, avait plus ou moins prédit qu'il allait revoir un film sur lui et qu'il serait sans doute là pour le voir, quoi. Ouais. Et Memory of Murder, c'est un peu un mélange de ça. C'est un mélange de ça. Malheureusement, c'est une histoire qui est quand même vraie. Donc il y a toujours, à l'époque, en 2003, quand le film était sorti, l'identité du tueur n'était pas connue. Non. Il y a eu des suppositions, mais il n'a pas été connu. Il n'y a pas eu assez de preuves pour démasquer le tueur. Jusque courant des années 2010, je crois que c'est 2013 ou 2014, j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai oublié les dates, où il y avait la date de la dernière prescription sur la 10e victime, donc parce qu'il y a eu 10 victimes connues par les services de police sur serial killer-là. Et donc dans les années 2010, la prescription est passée, et donc finalement, c'était un peu une enquête qui est tombée complètement... C'est ça, pas dans les oubliettes, mais qui a été... qui pouvait plus être jugé, quoi. C'est ça, et je crois que justement, ils ont essayé de changer la loi pour repousser la date de prescription et pouvoir continuer l'enquête et peut-être démasquer et puis condamner le tueur. Donc, en 2003, voilà, il y a eu toute cette
engouement autour du film, justement, qui racontait cette histoire très connue en Corée du Sud, beaucoup moins chez nous, mais avec l'arrivée de ce film en Occident, justement, on a pu découvrir aussi les horreurs qui se passaient dans ce pays-là, et les horreurs que même le pays lui-même n'avait jamais connues avant. Oui, ça a été vraiment le tout premier... Ouais, et c'est aussi une des raisons, je pense, qui fait que c'est un serial killer qui en est sorti, c'est que la police et la population n'étaient pas du tout prêtes, en fait. C'est ça. Même si on ne l'est jamais en soi, mais je veux dire, c'était des flics de campagne qui avaient jamais vu ça, même le flic qui vient de Séoul, et c'est ce qu'il dit dans le film, mais moi, j'avais jamais vu ça à Séoul non plus, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un schéma qu'ils ne sont pas capables d'appréhender, de vraiment comprendre, et de pouvoir après trouver le... Puis après, comme beaucoup d'enquêtes aussi, il y a une part de trouver le bon indice au bon moment, il y a une grosse part de chance, hein, un indice qui disparaît, qui est crucial, un témoin qui disparaît, des choses comme ça. C'est ça. Donc rassurez-vous quand même, on l'a plus ou moins dit la fin du film, mais par contre ça n'empêche pas la découverte de l'ensemble de ce film. Déjà pour l'enquête, pour les indices qui sont découverts ici et là, les rebondissements, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, et surtout la réalisation de Bong Joon-ho. Ouais, la réalisation, le jeu des acteurs qui sont géniaux. La photographie qui est magnifique, la musique de Iwashiro, si je dis pas de bêtises. Donc Iwashiro, compositeur japonais qui a fait pas mal de entre guillemets petits films. Non, il a fait beaucoup d'adaptations au cinéma. Il avait fait je crois qu'il a fait c'est lui qui a fait les musiques de Kenshin le Vagabond. Et d'autres trucs de manga, j'en ai pas d'autres en tête. Donc voilà, ils sont allés chercher Iwashiro pour faire cette BO magistrale. Elle est juste magnifique. Et petite anecdote, à la base, ils avaient voulu Joe Hisaishi. Donc malgré que j'adore la BO du film, j'aurais été curieux de voir ce que Joe Hisaishi aurait fait j'avoue. Avec sa patte, quoi. Je pense que ça aurait donné une autre dimension peut-être au film. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y aurait eu une dimension un petit peu trop... alors non, parce que je pense qu'il aurait aussi su très bien s'adapter au film qu'il va faire, mais il a un côté un peu... Alors c'est bizarre à expliquer, mais genre j'ai envie de dire aérien, quoi. Tu vois, un truc très... j'ai le mot sur le bout de la langue. Onirique. Ah ouais. Et peut-être trop onirique. Ouais, justement, et je pense que c'était trop onirique pour Memories of Murder. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi j'aurais même plus dit que j'aurais eu peur que la musique prenne trop le pas par rapport au film. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce que Bong Joon-ho, on dit quand même que c'est pas son premier film. Ah, c'est son deuxième, je crois. Deuxième film. Donc déjà pour un deuxième film, c'est ouf, mais alors belle performance. J'ai pas rematé sa filmographie. Mais son premier film a été un flop complet, tu vois. C'est un film que je connais pas. J'ai vu le titre passer. C'est pas genre Barking Dogs ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, un peu plus à rallonge. Ouais, mais, peut-être, ouais. Mais il y a Dogs dedans, ça, je suis sûr. Et c'est un film qui a fait complètement, flopé. Je sais même pas s'il est sorti dans le contrée. Je suis pas sûr. Mais on va dire que c'est son premier grand chef-d'œuvre, tu vois. Parce que bon, il n'a pas qu'un chef-d'œuvre. Non, il n'en a pas qu'un. Il est plutôt doué, le coco. Et donc, il était quand même assez jeune. Ouais, carrément, quand tu vois les photos. Faire appel à Joe Hisaishi, qui était déjà bien en place en 2003. Ouais, et puis qui devait déjà avoir un calendrier bien serré aussi. Voilà, exactement. Moi, ce que je me dis, c'est que Joe Hisaishi aurait sans doute une grande place dans le film s'il avait fait la bande originale. Tu vois, c'est un peu comme Hans Zimmer dans beaucoup de films à Hollywood, tu vois. Tu sens que des fois, le Hans Zimmer, il prend le dessus des films parce que tu vois, t'as sa patte, tu sens le côté épique quand il compose une musique, et dans des films, des fois, tu peux pas t'empêcher de te concentrer sur une musique, que ce soit par exemple Pirates des Caraïbes ou dans Gladiator, tu vois, t'as des musiques qui te restent en tête parce que elles sont tellement marquantes, elles sont aussi marquantes que le film en lui-même, que des fois, ça prend un peu le dessus. Tu vois. En fait, elles ont une place à part entière, en fait, vraiment indépendante du film presque. C'est ça. Et donc, elle porte le film, et des fois, effectivement, et tu vois, c'est le genre on retient plus la musique que limite la scène en elle-même, quoi. Exactement. Et c'est le genre de BO, tu vois, quand tu vas les écouter, quand tu vas entendre la musique, tu vas avoir la scène dans la tête. Donc, tu vois, ça prouve bien quand même que la scène et la musique ne font qu'un.
et que elle te reste vraiment en tête et que tu as du mal à te sortir de ça. Alors que là, pour le coup, je trouve que Iwashiro, j'espère que je me trompe pas de nom, j'ai même pas revérifié. Je dirais, on va dire Iwashiro, on va dire que c'est un autre code au pire. Et donc Iwashiro, là, ce qu'il a fait, en fait, je trouve qu'elle va avec le ton du film. Ouais, complètement. Elle prend pas le dessus. Tu vois, par exemple, à chaque fois qu'on écoute qu'on écoute le film, je le dis en version québécoise, qu'on regarde le film, tu vois, au menu, quand la musique apparaît, je fais ah mais oui, c'est cette musique-là, elle est trop bien. Mais tu vois, avant le revisionnage, j'étais incapable de la fredonner. Ouais, bon, pareil. Je l'avais pas du tout en tête, la musique. Même la musique, tu vois, qui passe, qui a une place justement importante à la radio. Bah ouais. Mais en fait, je pense qu'elle est juste à un niveau d'égal avec le film. On l'avait dit, tu sais, pour Mother, où tout était sur linéarité, où tout était tellement bien maîtrisé, tellement parfait qu'il n'y a rien qui prend le dessus. Ouais. Et bah, je trouve que dans ce film-là, la musique, c'est pareil, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Elle ne prend pas le dessus, elle prend pas le dessus du film, mais elle n'est pas non plus en retrait. Elle est vraiment au même niveau et le ton est respecté. Je sais pas comment ont travaillé Bong Joon-ho et Iwashiro sur ce film-là, mais j'ai l'impression que la collaboration, elle a été tellement, comment dire, a été tellement simple et tellement, ouais, c'est naturel. ouais, tellement naturel. Merci, c'est le terme que je cherchais. Que bah en fait tout l'ensemble est bien modelé, puis tout est bien homogène. Et puis le mixage sonore aussi, il fait quelque chose aussi. Il marche tu vois, parce que tu vois, je reviens sur Hans Zimmer, mais tu sens que des fois, les potards, tu vois, le volume, il est un peu poussé dans les scènes, tu vois, dans Pierre des Caraïbes ou même dans les films de Nolan. Hein. Des fois, tu sens que le volume, il est un peu plus haut. Tu sens que dans le contrat, elle a dit d'accord, mais tu me le mets à tant de décibels pour que ma musique, elle s'entende quand même, tu vois. Ouais. Et là, justement, le mixage sonore, il est tellement bien fait, le son, il est tellement bien, on va dire, au niveau... voilà, je pars super loin sur des choses, juste pour parler de musique. Mais voilà, juste pour redire par rapport à Mother que, en fait, Bong Joon-ho a su maîtriser, encore une fois, toute sa thématique, toute sa réalisation, toute sa photographie. Et il a eu un travail de dingue et une équipe de dingue pour réaliser voilà, ce film qui est quasiment parfait, encore une fois. Ah ouais, non, franchement, moi, j'ai rien à lui dire. En fait, il est extrêmement beau dans le sens où il y a, comme tu disais, une très belle photographie donc, sur différentes temporalités. C'est-à-dire qu'on va voir les scènes plein jour, plein soleil, plein été et tout, où effectivement, on sent la chaleur, on sent le soleil qui tape et tout. Après, tu vas avoir des scènes de nuit, des scènes où les scènes de pluie sont effectivement extrêmement importantes parce que donc il y a un lien direct avec les meurtres. C'est des scènes qui fonctionnent super bien et le bruit de la pluie, il est aussi important que visuellement la pluie en elle-même. Mais encore une fois, je pense que c'est encore un mixage sonore qui est voulu pour apporter un peu plus de profondeur, ne serait-ce que sur... En plus, ça se passe en campagne. Ouais. Donc, tu vois, déjà d'avoir une belle photographie qui te laisse place à une contemplation, on va dire, avec des plans larges qui sont bien maîtrisés. Et justement, tout ce mixage sonore avec les petits bruits ambiants qui viennent rajouter juste l'ambiance parfaite et l'ambiance qu'a voulu sans doute Bong Joon-ho. Et il le dit lui-même, en fait, le plus important pour lui dans Memory of Murder, c'était de mettre de respecter un ton. Ouais. Et le ton a été respecté et je te laisse continuer. Ah bah après, j'ai plein de choses à dire. Mais déjà, moi, je trouve qu'un des éléments qui fonctionne super bien, c'est le personnage des flics. Donc, en fait, dans l'histoire, va y avoir 2 flics de la campagne et un flic de Séoul qui arrivent. Les 2 flics de la campagne, sont assez brutes, on va dire, de décoffrage, carrément violents. Et en gros, ils ont aussi cette difficulté à concevoir qu'il y ait un meurtrier qui soit dans leur campagne et qu'ils n'arrivent pas à le trouver. Et il y a le flic de Séoul qui, lui, va tempérer un petit peu ces comportements-là et à essayer de vraiment chercher les preuves, chercher la rationalité, en fait, vraiment les choses concrètes. Et au fil de l'histoire, en fait, les personnages, ils vont complètement se lisser dans le sens où il n'y aura plus d'écart vraiment entre les deux. Et voilà, donc c'est très bien. Et c'est un des
sujets que dans le making-of qu'on a regardé, effectivement, expliquaient, les acteurs expliquaient que c'était un des éléments qu'ils trouvaient particulièrement intéressant dans leur personnage. Et la dynamique, en fait, entre les deux personnages, notamment donc le flic en chef, on va dire, de la campagne et le flic de Séoul, fonctionne super bien, en fait. Hein. C'est vraiment... on sent aussi extrêmement bien, sans qu'il y ait des ellipses trop marquées, que ça dure dans le temps. Il y a des petites notions de temporalité qui arrivent, comme ça fait 1 an qu'ils cherchent, des choses comme ça. Et c'est amené super subtilement. Donc on comprend que ça dure depuis longtemps, mais il n'y a pas un gros placard de 6 mois plus tard, 1 an plus tard, où on va bien voir que genre d'un côté il se fait beau, puis après il y a de la neige pour te dire on a bien les 2 saisons différentes. Là c'est toujours en subtilité, tu as presque l'impression que ça dure sur 1 semaine, et en fait il y a quand même un temps qui se passe assez long, quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans le making-of, il disait que le tournage s'est déroulé sur 6 mois. Ouais. Ce qui était très rare, ce qui est devenu très rare avec le temps, parce que le film en 2003, en fait, c'était plus ou moins normal, entre guillemets, que ça s'étire un peu, même s'ils ont pas mal étiré. Ouais, ils ont repoussé, ils ont dépassé un peu le temps. Ils ont dépassé, parce qu'en fait, ce qui est tout à son honneur pour Bong Joon-ho, c'est de vouloir tourner en décor naturel avec des lumières naturelles. Ouais. Mais malheureusement, l'inconvénient, c'est que on gère pas la météo. Et donc, du coup, il y a eu des contretemps parce que là, aujourd'hui, on devait tourner une scène nuageuse, mais il fait grand soleil. On devait tourner une scène de pluie, il pleut pas. Ouais. Et inversement, on veut tourner une scène de jour, il pleut. Ils ont eu pas mal d'imprévus et donc ça a étiré un peu le tournage. T'as les acteurs et Bong Joon-ho qui le disent très bien. Ils disent aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Tu vois. Ouais, carrément. Et je pense que ça sent aussi au final dans le film parce qu'il y a cette... le temps qui est suspendu à certains moments, tu vois. On a l'impression il y a cette sensation d'être posé, quoi. C'est vraiment de prendre le temps et on voit comment l'enquête et justement le temps de l'enquête, elle va les atteindre en fait dans leur physique, dans leur santé mentale, dans leur mentalité. Parce que mais comme tu l'avais dit tout à l'heure, je rebondis un peu sur ce que tu as dit avec la complémentarité des deux enquêteurs. Tu as aussi cette bascule. Qui se fait à un moment donné dans le film où tu as l'inspecteur de Séoul, comme tu dis, qui était, on va dire, un peu plus tempéré, un peu plus posé, puis un peu plus réfléchi, qui devient en deuxième partie beaucoup plus brutal. C'est ça. Et inversement avec l'autre qui était déjà brutal entre guillemets au début et qui bascule dans un côté un peu plus réfléchi. Ouais. Et cette bascule-là, elle se fait naturellement, elle se fait hyper bien, elle se fait surtout avec des scènes qui sont clés dans le film. Donc on va pas trop en dire parce que c'est on a déjà dit la fin du film, donc on va pas raconter le déroulé du film parce que franchement il faut vraiment le découvrir, même si on avait dit que voilà, ça parle de meurtre, donc forcément on sait à quoi s'attendre. Mais cette bascule là en fait elle est vraiment bien faite, et puis même en dehors de ces deux policiers là, t'as aussi le policier donc de la petite campagne joué par Song Kang-ho d'ailleurs, qui est magistral. Il est incroyable. De toute façon c'est un... Mais en fait, j'ai pas vu de film où je me suis dit, oh ouais, bof, quoi. Non, vois, même on l'avait parlé de... Merde, comment ça s'appelle ? Le bon, la brute et le cinglé. Où vraiment, il joue il a un rôle en roue libre où il joue un taré de cow-boy de la Mandchourie, tu vois. Et même ça, il fait très bien. Ouais, c'est ça. Mais là, dans Memory of Murder, il est incroyable. Ouais. Quoi. Il a un charisme, il a une prestance, c'est ouf. Déjà, en 2003, il était jeune aussi. Hein. Donc c'est pas le Song Kang-ho qu'on connaît de Parasite récemment ou de plein d'autres films où il a apparu quasiment partout. Je crois que tu regardes la filmographie coréenne, il est dans tous les films. Déjà, c'est impressionnant. Il est dans plusieurs films qu'on a fait. Hein. Oh oui, dans beaucoup de films, oui. Et non, il est magistral. Hein. Même si son collègue à côté, qui est joué par Kim Song-kyeong, en fait, il partage bien la réplique avec Song Kang-ho, et franchement, les deux font vraiment la paire. Même si ça a mal commencé pour eux. Ouais, c'est clair. Ça a mal commencé pour eux. En même temps, il y avait de quoi. Hein. Il y avait de quoi. Parce que, cette scène-là, on peut la raconter, c'est pas un spoil. Mais dans le film, il y a une scène, justement, la scène de la rencontre entre les deux policiers, qui se fait, on va dire, sur un quiproquo, où en fait, t'as le policier de Séoul qui va arriver dans la campagne et qui va essayer de demander son chemin à une dame qui passe dans la rue, mais qui va dans une ruelle... Non, c'est dans la rue. Ouais, c'est une route, c'est au milieu des champs, quoi. Ouais, voilà, au milieu des champs, où en fait, il va demander la route à une dame qui prend peur,
parce que il y a eu un passif. Ouais, il y a déjà eu des meurtres. Il y a déjà eu le meurtre, donc forcément tout le monde est un peu sur. Voilà, elle était sur ses gardes. Et au même moment, justement, il va y avoir une espèce de scène où, en prenant fuite, elle va tomber dans un espèce de ravin. Ouais. Il va vouloir l'aider, mais au même moment, t'as le policier de la campagne, donc son Kang-ho qui arrive et qui tombe là-dessus. Puis lui, il va essayer de faire le justicier et il va faire un drop kick. Donc un coup de pied sauté, un coup de pied volant. Puis avec les 2 pieds, je crois. Avec genre le 2 pieds. loin, quoi, ouais, un truc à la Chuck Norris, tu vois. Et qui saute vraiment en plein buste du policier de Séoul, donc par l'acteur, et qui vont se retrouver à faire une scène plus ou moins en pente où il va l'attraper par le cheveu pour le remonter sur la route et l'arrêter. Sauf que cette scène-là, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue comme ça, en fait. Donc, ils n'avaient n'avaient pas tout écrit, je crois. Ils n'avaient pas tout écrit, elle était improvisée. Ouais. Et le dropkick a été complètement improvisé. L'acteur en face ne s'y attendait pas. Ouais, Donc, il a rien demandé, le pauvre, il se prend un kick dans la gueule, tu vois. Voilà. Autre anecdote, c'était la première scène du film. Premier jour de tournage. Histoire de mettre tout le monde dans l'ambiance. Donc oui, je me reprends. C'est pas la première scène du film en lui-même, c'est le premier moment de tournage qu'ils ont fait tous ensemble. C'est le premier action du film. Et là, dropkick dans la gueule. Et donc Bong Joon-ho expliquera par la suite qu'en fait il s'est installé une espèce de petite tension entre les 2 acteurs, ce que je peux comprendre. Oui, pareil. Et en fait ça indirectement en fait ça a servi aux 2 acteurs pour créer un peu l'alchimie que nous on voit dans le film. Et c'était pas du tout voulu. Et finalement cette première scène a été bien la bienvenue parce que ça a pu créer un lien entre les 2 acteurs qui va avec le ton du film. Ouais, c'est qu'au départ on sent vraiment qu'il y a une friction entre les deux, quoi. On sent qu'ils se comprennent pas, qu'ils sont pas sur raccord du tout. Et je pense que, comme tu dis, ça doit aussi jouer sur la durée de tournage qui fait que vers la fin du film, on sent un peu plus les 2 flics se rapprocher, se comprendre. 6 mois de tournage, tu vois, ça crée des liens aussi, tu vois. Et je pense qu'ils ont appris à se connaître, ils ont appris à vivre ensemble. Et ouais, c'est pour ça que je trouve qu'en fait, le film, tu sens vraiment les 6 mois de tournage, tu sens qu'il y a eu pas mal de péripéties, on va dire, et le lien entre les personnages vraiment se développe autant devant la caméra que derrière. Tu le sens, mais réellement. Et voilà, quoi, ça va au bénéfice du film et ça en fait un chef-d'œuvre. Je suis désolé de le dire, Memory of Murder, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, le mot est lâché. Et moi, un truc que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a des passages où ça va être assez verbeux, quoi. Ils vont beaucoup parler, ils vont beaucoup aussi un peu, pas faire du cache-misère, mais dans le sens où tu sens que les personnages, ils ont besoin d'extérioriser plein de trucs et ils vont dire plein de choses. C'est une façon de se sentir un peu important, quoi, tu vois. Et après, il y a des passages où ils se parlent pas, où il y a rien. Et en fait, ce silence et juste les jeux de regard, ils en disent, mais... tellement. Donc, et je trouve que ce contraste entre les deux, entre ces 2 niveaux, en fait, de scènes, des fois, où ça va être très, très bavard, et de scènes où vraiment, ils se parlent pas du tout, font que, justement, les scènes où après, elles vont prendre plus d'importance les unes en face des autres. Ouais. Et non, franchement, il y a un équilibre qui est extrêmement bien fait dans la réalisation. C'est pas très surprenant vu le bonhomme, mais ouais, non, franchement. Non, vu le bonhomme pour son premier grand film, quoi. En plus, c'est ça. Mais en plus, il y a pas mal de similitudes qui reviennent par rapport à Mother, tu sais, des thématiques. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, comme les reconstitutions de meurtres qui reviennent dans les 2 films, tu vois, de 2 points de vue différents. En fait, ce que j'adore maintenant, ce que je me rends compte avec les quelques films coréens qu'on a découverts et qu'on a rematés, t'as vraiment ce côté où en fait les flics passent plus pour des pecnos qu'autre chose, tu vois, limite incompétents, et qui reviennent quasiment dans la majorité des thrillers coréens qu'on a parlé déjà ici, que ce soit pour Bong Joon-ho ou pour Naongjin, c'est plus ou moins les mêmes thématiques, donc tu sens vraiment qu'il y a quelque chose autour de ça qui se passe. Les thèmes de la campagne qui reviennent beaucoup aussi, la vie de campagne, comment sont les gens, leur façon de parler, leur façon d'interagir entre eux, comparé à la vie de Séoul, tu vois. On sent que, tu vois, pour nous occidentaux, c'est un monde qu'on ne connaît pas, mais quand voilà comment les cinéastes en parlent, tu sens que ça fait vraiment partie de leur culture, de leurs racines. Tu sens que c'est naturel, en fait, de montrer ça. Ouais, je suis d'accord. Ça fait partie de leur vie, en fait, c'est ça. Et c'est pas romancé, c'est pas, on va dire, déconstruit, en fait. T'as l'impression qu'en fait, on va montrer
quelque chose de simple, du quotidien, en fait. On va te montrer comment nous, on vit. Ouais, et le fait que ce soit décor naturel et lumière naturelle, ça le rend d'autant plus authentique, en fait. C'est clair. Et ouais, c'est pour ça qu'en fait, le cinéma, entre guillemets, coréen en général, prend vraiment une autre dimension, en fait, aujourd'hui. Parce que déjà, voilà, on avait parlé déjà de l'âge d'or du cinéma coréen dans les années 2000, donc avec l'arrivée de Park Chan-wook, Bong Joon-ho, même avec Memory of Murder, qui en fait partie aussi, les Old Boy, tout ça que nous, on a connu derrière. Voilà, c'était des films qu'on se prenait en pleine gueule parce que c'était... moi, je voyais ça, en fait, comme du Hollywood plus, tu vois. Ouais. C'était du film, entre guillemets, à grand spectacle, tu vois, avec beaucoup de rebondissements qui en fait, ça te venait en pleine gueule, ça te venait vraiment te chercher des choses profondes en toi, mais qui étaient beaucoup mieux faits que beaucoup de films à Hollywood. Ouais. Là, je rapprochais vraiment ça du cinéma de Fincher, justement, tu vois, soit avec Seven ou que ce soit avec d'autres films comme Gone Girl, tout ça, c'est des films que tu vois qui m'ont marqué à l'époque et que je retrouvais avec le cinéma coréen. Ouais. Et ouais, voilà, aujourd'hui, le cinéma coréen a évolué aussi. Voilà, à partir des années 2010, vraiment 2015, ou vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a beaucoup plus de budget. Ouais, ça c'est vrai ça. C'est tourné un peu plus en studio, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux. Tu sens qu'il y a moins d'effets pratiques, moins d'effets lumière naturelle, tout ça, tu vois, c'est un peu plus... j'irais pas... j'ai pas vraiment le terme là, j'ai pas envie d'insulter le cinéma coréen parce que c'est vraiment un cinéma que je respecte énormément. Aujourd'hui, en fait, je trouve qu'il a plus le même impact que dans cet âge d'or là, tu vois. Est-ce que c'est parce que on s'est habitué aussi ? Moi, j'ai l'impression que ça s'américanise encore plus, en fait. Ouais, après, c'est vrai que ça s'internationalise beaucoup, mais au final, c'est pareil. Est-ce que dans les années 2000, il n'y avait pas des choses dans le cinéma occidentaux qui étaient Bien sûr. Plus en lumière naturelle, plus justement sur des temps de tournage plus longs que maintenant, on n'est plus du tout sur ces schémas-là, quoi. Donc, ouais, au final, peut-être. c'est d'être un peu c'est une vraie mondial, question. ouais. Non, c'est une vraie question. Là, c'est vraiment un truc que je soulève comme ça. J'y ai pas vraiment pensé. Mais là, c'est un truc que je me fais vraiment cette réflexion-là tout de suite parce que entre les films, entre guillemets, récents coréens qu'on a vus là et vraiment les films que nous, on a découverts quand c'est arrivé vraiment chez nous, donc dans les années 2000, vraiment l'âge d'or, tu vois, le vrai âge d'or, tu vois. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu une rupture entre ces deux époques-là. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il y a une façon d'amener les sujets, je trouve, de mettre en scène les sujets qui sont différents. Mais bon, après, moi, si je dois donner vraiment mon opinion, là, juste comme ça, on va pas rentrer là, on va commencer à digresser sur le cinéma coréen, on va dire. Mais moi, mon opinion, en fait, c'est vraiment que, vraiment, avec le temps, ça s'est vraiment encore plus américanisé. Et vraiment, t'as limite, c'est ce côté un peu Hollywood coréen qui est arrivé vraiment en Corée, parce que, bah, comme tu l'as dit, ça s'est vraiment exporté dans le monde entier. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont vu du cinéma coréen, tout simplement, alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Mais voilà, moi, j'ai ce petit côté-là. Puis justement, Bong Joon-ho le dit lui-même dans le documentaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens, mais il y a beaucoup moins de temps. Ouais. Et donc, tu vois, tu as un peu un espèce d'effet business, tu vois. Ouais, et puis tu sens que la façon dont ils en parlent, autant les acteurs que Bong Joon-ho, c'est de dire, il y a un effet un peu nostalgique, en fait. Complètement, tu le sentais vraiment. De dire, c'était la belle époque, quoi. Ouais. C'était une époque où on avait le temps de créer du lien, temps de se poser pour filmer, temps de refaire des shoots, temps de prendre le temps de faire bien. Et pas de faire... Et après, d'enjoliver sur ordi, quoi, tu vois. Mais voilà, et là, je veux rebondir sur ce que tu dis, c'est exactement ça, et puis tu le sens dans les films, en fait. Tu le sens, que ce soit pour Memory of Murder, tu sens vraiment cette nostalgie. Tu sens vraiment cette alchimie qui s'est créée sur le tournage. Les acteurs, entre eux, sont vraiment tous excellents. Il n'y en a pas un qui est en dessous. Ils sont tous vraiment très, très bons. Que ce soit même les deuxièmes, 66e rôles. Ouais, je suis d'accord. Ils sont tous justes, ils sont tous parfaits. Et malheureusement, j'arrive pas à le retrouver aujourd'hui dans le cinéma coréen. Même si, tu vois, Parasite, c'est pareil, c'est un film que j'apprécie énormément. Mais pour le coup, j'ai hâte de le revoir aussi. Mais j'ai du mal à... Même s'il a eu la Palme d'Or, tu vois, je me dis, putain, moi j'ai l'impression que c'est plus une Palme d'Or, en fait, pour une carrière, plus que pour le film. Je pense qu'il est plus... je sais pas, c'est pareil, j'ai pas envie de dénigrer les autres films qu'il a fait, mais plus léché, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que il y a un côté dans Parasite que je trouve un peu plus propre,
même dans la façon dont il va filmer des trucs crades, hein, on est d'accord. Et donc, il est plus festival friendly, quoi. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas non plus l'opportunité de les passer dans leur festival ou de ne serait-ce de donner un prix pour X raisons, j'en sais rien, tu vois, peut-être pour justement le côté notoriété, le côté business, le côté, comme tu dis, friendly business, tu vois. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose derrière. Et pour moi, tu vois, une Palme d'Or pour Parasite, tu vois, c'est vraiment pour dire, putain mec, en fait, nous on adore ton cinéma et on va te récompenser pour ce que tu as fait pour le cinéma. Mais après, je ne veux pas dénigrer la Palme d'Or pour Parasite, hein. Quelque part, elle est méritée. Ouais, mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, en gros, ils l'ont pas découvert avec Memory of Murder et ils se sont dit. Je sais pas, sans Mother, doute pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais peut-être qu'à l'époque, c'était trop obscur pour donner quelque chose, tu vois. Et aujourd'hui, comme le cinéma, on va dire, c'est ouvert un peu plus sur le monde entier, c'est peut-être beaucoup plus facile aujourd'hui de donner quelque chose, surtout qu'en plus, c'est des... Bong Joon-ho, pour le coup, c'est un réalisateur qui est vraiment installé, que ce soit en Corée ou Hollywood, donc il a fait déjà pas mal de films. Je pense que c'était beaucoup plus facile. Mais voilà, donc tout ça pour dire, enfin, toute cette parlotte pour dire que, en fait, entre le début du cinéma de Bong Joon-ho et le cinéma de Bong Joon-ho aujourd'hui, j'y trouve pas la même générosité, en fait. Ah ouais, c'est vrai, l'aspect de générosité, je suis d'accord avec toi, c'est un truc que j'avais pas perçu, mais ouais, ça rentre en compte, je suis d'accord. Parce que tu vois, même dans Mother, où le film, comme tu disais, il est assez linéaire dans le sens de, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens de, on suit un personnage qui va vraiment évoluer, donc il y a vraiment un focus sur un personnage en particulier. On va avoir quand même énormément d'informations, ça va vraiment amener une dimension, il y a plein de sous-lectures, il y a vraiment plein de justesse et dans le jeu des acteurs et des actrices et dans l'écriture. Et effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi, c'était généreux, quoi. Il y avait vraiment de tout, même dans Memory of Murder, où tu as plein de petits éléments qui vont s'accumuler et qui vont après faire une lecture globale différente, quoi. Exactement, c'est ça que... Ouais, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Ouais, non, je ne dis pas que c'est la vérité, en tout cas, c'est la mienne. Mais en tout cas, je dis, c'est pas quelque chose que j'avais vu, mais que je partage, ouais, complètement. Et ce que j'adore, en fait, je vais rester sur Memory of Murder, parce que je commence à vraiment m'éparpiller sur... On va parler vraiment de Bong Joon en général, et là, on va parler que de Memories of Murder, parce que Memories, c'est un autre truc aussi. Tu vois, comme je disais, chaque personnage, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une écriture, il y a eu un manuscrit qui a été fait par personnage, tu vois. Jusqu'à, on va dire, le personne en troisième fond qui est assis en train de taper son ordinateur. J'ai l'impression que même lui, il a un background, en fait. Ouais. Je sais pas, en fait, tout est cohérent pour moi. L'univers, j'y crois. La vie dans ce village, dans le poste de police, tout ça, j'y crois. Ouais, je sens pas qu'il y ait de... comment dire comment on appelle ça, les figurants. Ouais. Tu sens pas qu'ils... Toi, t'as pas l'impression qu'en fait, c'est des figurants, vas-y, viens, là, il faut que tu remplisses le cadre. Tu te mets là, tu bouges pas, ou t'avances de droite à gauche. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde participe en fait, au truc, tu vois. Même pour, par exemple, la scène où ils doivent reconstituer un peu un meurtre, t'as tout le monde qui est là, t'as les caméramans, t'as vraiment les villageois. Et je sais pas, tu vois, même sur un plan, on voit super large, où tu vois... t'as une foule qui est positionnée au bord de la route, ils sont sur une colline, tu vois, en train d'essayer de voir ce qui se passe. Je me dis, putain, mais en fait, c'est naturel. C'est pas j'ai l'impression que c'est pas joué, mais j'ai même peut-être l'impression qu'en fait, ils ont tourné le truc et c'est peut-être juste des personnes qui viennent au fond, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ils tournent un film, ils tournent un truc. Et en fait, j'y crois à cette scène, tu vois. Complètement, je suis d'accord. Mais encore une fois, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il va vraiment chercher des petits détails à gauche, à droite qui ont aucune importance dans le film. Mais moi, c'est tous ces petits détails-là qui font que, en fait, un film a une rondeur, en fait, a une profondeur. Et Bong Joon-ho sait très bien le faire. Et puis là, avec le recul, comme je l'ai dit, là, Bong Joon-ho a pris une autre ampleur dans ma cinéphilie. Ouais, je suis d'accord. Même si, voilà, parce que à côté, il y avait Park Chan-wook, il y avait Na Hong-jin, tu vois, qui sont venus te mettre des claques.
À un moment donné, peut-être que j'ai dit, bon, arrêtez avec votre claque parce que ça fait mal. Memories of Murder, tu l'as regardé quand même très longtemps dans tes tops. Hein. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Ça a toujours été où à chaque fois que tu en parlais, tu y revenais vraiment en mode, ouais, c'est un. Oui, claque, oui, au fond de moi, j'étais persuadé que c'était toujours un chef-d'œuvre. Mais là, en fait, là, je parle vraiment du cinéma de Bong Joon-ho, tu vois. Là, c'est vraiment le cinéma de Bong Joon-ho, il est en train de prendre une autre dimension. Tu vois, même au-delà, en fait, comme tu l'as dit, le film de Memory of Murder que j'avais déjà mis très très haut déjà dans mes tops ou que j'en parle assez souvent, même où on en parle entre nous, en fait, là, aujourd'hui, je serais capable de mettre Bong Joon-ho dans l'équation, en fait. Je vais pas parler de Memory of Murder, je vais parler de Bong Joon-ho, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que j'ai hâte de regarder ces autres films. Ouais. Maintenant, on va dire que j'ai cerné le ton qu'il veut mettre dans ses films, comment il travaille. Là, je me dis que je verrai d'autres choses dans ces autres œuvres, tu vois. C'est surtout Zios que j'ai envie de revoir parce que Zios, il m'avait laissé un peu de côté. Mais j'ai hâte de le revoir parce que j'ai hâte de le découvrir. J'ai l'impression qu'en fait, avec le recul, mais bizarrement, tu vois, par exemple, Mother, j'avais déjà adoré. Ouais. Mais il me restait pas de scène. Zios, j'étais resté à côté, mais par contre, j'ai beaucoup de scènes. Ouais. Donc, bizarrement, tu vois, c'est paradoxal. Donc, j'ai hâte de le revoir et puis de me dire, bah oui, mais c'est bon, maintenant, j'ai compris ton cinéma, j'ai compris comment tu fais un film et ce que tu veux raconter. Et parce que voilà, il a beaucoup aussi de... Tu sens qu'il y a quelque chose de politique aussi dans son cinéma, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose où, en fait, il veut vraiment raconter la Corée du Sud, ce qui se passe, tu vois. Ne serait-ce qu'avec un petit point... Putain, je vais du coq à l'âne, mais c'est un truc de fou. Et tu vois, par exemple, ne serait-ce que les scènes où, en fait, il va s'attarder sur les espèces de couvre-feu dans les années 80 qui se passent, où tu vas avoir des messages d'alerte, où, en fait, tout le monde va couper la lumière et tout. J'ai pas l'historique de ça. Tu vois, malheureusement, je suis pas assez calé en histoire de la Corée du Sud pour dire pourquoi c'est comme ci, pourquoi comme ça. Donc, si quelqu'un a cette information-là, sur pourquoi, dans les années 80, en fait, il coupait... quand il y avait un message d'alerte, il coupait Alors, peut-être que tu en sais un peu plus. Moi, c'est une supposition, hein. J'ai pas d'infos. Moi, ce que j'en ai compris, c'était que c'était un peu genre les alertes mousson. Tu vois, ou genre typhon, ou un truc comme ça. Ah, ok. Et tu vois, et de dire que c'est... en gros, restez chez vous, c'était les alertes comme ça. Mais t'as peut-être raison. C'est pas mentionné clairement. C'est vraiment, tu t'entends la sirène. Alors, il y a un moment où il y a un exercice. Et c'est genre exercice incendie, je crois. À l'école, là. Ouais, c'est un exercice incendie, Donc, tous les élèves sortent dans la rue et donc il y a, pareil, des flics qui vont un peu cadrer. Et je pense qu'en fait, c'était ça. C'était plus le côté... Non, t'as raison. Ouais. T'as raison. C'est peut-être aussi parce que comme dans les années 80, côté campagne, le côté électricité, tout ça, je pense que ça devait pas faire bon ménage. Ouais, complètement. Ça devait créer pas mal d'incendies, tu vois, des ponts qui pétaient dans tous les sens et ça devait créer pas mal de problèmes. Donc peut-être, oui, comme tu dis, de espèces de couvre-feu où en fait on doit couper toute l'électricité. Mais oui, j'ai pas fait le lien avec la mousson. Oui, parce qu'en fait, non, je vais pas vous raconter le film parce que j'allais dire pourquoi en fait il y a des moussons dans le film, pourquoi. Bon, on l'a dit que ça se passe beaucoup par pluie, mais vous allez savoir pourquoi. Et voilà. Je vais rebondir un peu sur un truc que tu disais par rapport à l'écriture des personnages. L'acteur qui joue le flic de Séoul, il disait que justement, dans l'écriture des personnages, il y avait une grosse différence entre l'écriture de son personnage à lui et l'écriture du personnage du flic de campagne. Et que justement, lui, il avait très peu d'informations. C'était assez flou. Et ça lui avait beaucoup plu, parce que ça lui avait permis de pouvoir justement vraiment y mettre sa patte et mettre ce qu'il attendait comme information. Et même dans ce qui a été donné dans le script pour un des suspects, il disait qu'il n'avait pas l'information, savoir justement si c'était un suspect coupable ou innocent. Et donc ça, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il va pas forcément faire énormément de background pour tout le monde, mais il va savoir cibler sur qui c'est important que justement il y ait beaucoup d'informations et sur quel personnage, au contraire, il y a besoin de garder ce flou, de garder ce côté de mystère en fait qu'on va avoir sur le personnage, et ça va se ressentir dans ce que nous on va voir à l'écran en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Mais c'est vrai que là, maintenant que tu en parles, même là, le fait qu'on ait vu aussi l'interview justement du suspect qui disait, enfin l'un des personnages du suspect qui disait que pendant longtemps il savait pas trop ce qu'il devait jouer. Parce qu'il savait pas s'il était coupable, s'il était machin. Et c'est vrai que dans le film, en fait, tu le ressens. Ouais, complètement. Tu le vois dans le jeu de l'acteur, tu te dis, même lui, t'as l'impression
En fait, c'est pas que l'acteur, en fait, a l'impression il doute, en fait. C'est que, en fait, c'est lui, avec son regard, qui nous met le doute. Ouais, quand même. Et c'est ce qui fonctionne super bien, Ça pour le coup. fonctionne trop bien. C'est vraiment incroyable. Mais là, je suis en train de revoir des images du film, là. Je suis en train de bloquer là-dessus, là. C'est ouf. Ouais. Non, ce film, il est vraiment dingue. Ah ouais, il est génial. Et j'avais dit, hein, je pense que ça va être difficile de classer Memory of Murder dans le truc. Très, très mais dur. voilà, en tout cas, il n'a pas bougé dans mon esprit, en fait, Ouais. dans mon fort intérieur. Il n'a pas bougé, en fait. Il est toujours intact, tu vois. Moi, je crois qu'il a grimpé. Ouais. Peut-être parce que justement. Mais je le sentais, tu vois. Je t'avais jamais vraiment demandé comment tu voyais, en fait, Memory of Murder. Mais des fois, quand on en parlait, je sentais que tu étais un peu plus en retrait, tu vois. Mais parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y avait beaucoup de choses où je dis, j'avais vraiment l'ambiance du film. Mais si tu me demandais tu vois, je pouvais te dire de quoi ça parlait. Mais si tu me demandais de te parler d'une scène vraiment précise, je t'aurais peut-être dit, forcément la scène emblématique de la fin. Mais tu vois, j'avais moins de précision dans ce qui me restait du film. Oui. Et donc voilà, j'avais ce sentiment que c'est un film qui m'avait mis une claque et que j'avais beaucoup aimé et tout. Mais tu vois, là, de le revoir, c'est super agréable parce que justement, j'ai maintenant toutes les petits détails en plus qui viennent se raccrocher. Et en plus, ça m'a permis de le découvrir sur certains points. C'est-à-dire que j'avais une lecture qui était, je connais la fin, je sais effectivement ce qui se passe, les grandes lignes, et je vais redécouvrir certaines scènes qui seront plus anecdotiques avec ce regard-là, en fait. Et non, moi, ce visionnage-là, je l'ai surkiffé, quoi. Ah bah attends, mais je suis content. Ouais. Non, je suis bien content. Bah écoute... moi, je voulais juste parler un peu de la réalité de ce qu'il y a derrière le film. Donc, il a été reconnu coupable des crimes de Wei Song, donc la petite ville. Et en fait, il a avoué plus de meurtres qu'il y en a eu. Oui, 14, je crois. C'est ça. En fait, il y a eu des meurtres qui avaient été considérés comme faits par des copycats. Ouais. Il y a notamment une personne qui a été incarcérée pendant plusieurs années à cause en pensant que c'était lui le meurtrier. Donc, il a été, comme on dit tout à l'heure, incarcéré en 2019. Pardon, il a été reconnu coupable en 2019. Il était déjà incarcéré pour le meurtre de sa belle-sœur. Le viol et le meurtre de sa belle-sœur. Et donc le même procédé, en fait, entre guillemets, que les meurtres du film, en fait. Donc il est condamné à perpétuité. Oui, donc en fait, quand ils l'ont... En fait, parce qu'il y a, comment dire, les tests ADN et ça a évolué avec le temps. Et aujourd'hui, ils ont pu relier l'ADN trouvé sur un vêtement, je crois. Sur un sous-vêtement d'une des victimes. Ouais. Avec effectivement son ADN à lui. Et sauf que quand ils ont trouvé que quand ça a matché, en fait, en fait, il était déjà condamné à perpétuité et était déjà emprisonné. C'est ça. Donc, donc il n'a pas pu être jugé sur ces crimes-là qu'ils avaient donc eu la prescription. Mais il a aussi avoué plus de 30 viols et tentatives de viol. Ça. Et voilà, donc après il y a effectivement toute une explication de son histoire ou des choses comme ça à lui. Mais voilà, il y avait un peu cette idée de... Et ça, le film le soulève aussi à un moment donné parce que on voit vraiment toutes les victimes, en fait, tous les meurtres, enfin pas toutes. Non, on les voit pas tous. On les voit pas toutes, mais on voit que, on sait très bien plus ou moins le nombre. Il dit jamais le nombre exact, mais on sait que, nous après on l'a su derrière qu'il y en avait 10, donc on sait que ça tourne autour de 10. Mais il y a aussi pendant l'enquête, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été confronté à ce tueur en série-là, mais qui n'est pas décédé. C'est ça. Qui a survécu. Donc en fait, à partir de là, on sait qu'il y en a qui ont été victimes, au moins une qui a été victime, mais qui n'est pas morte. Et donc là, comme tu dis, quand même, il y en a eu 30 qui ont subi des agressions physiques de la part de cette même personne-là. Voilà, c'est un chiffre complètement dingue de dégueulasserie qui a été fait par une personne. C'est ça. Et donc ça a mis 30 ans à pouvoir trouver une réponse, en fait, parce qu'effectivement pendant 30 ans personne ne savait qui c'était. Et quelque part, heureusement que quand ils ont découvert, il était quand même en prison, condamné à la perpétuité, ce qu'on appelle le karma. Donc déjà, fait pour ta gueule. J'espère que tu nous écoutes en prison.
finalement soulagé aujourd'hui qu'ils aient pu mettre la main dessus, même s'il était déjà derrière les barreaux. Justice pour ce Mais voilà, j'allais dire, je suis content qu'il soit derrière les barreaux, mais est-ce qu'il y a vraiment eu justice faite autour des anciennes victimes? Je suis pas encore sûr, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir encore un truc en cours pour... Bah là, en fait, en gros, ce qu'il disait, c'est il avait été présent sur des repassages en instance, Ouais. mais c'était pas. En fait, c'était, je pense, plus aussi des reconstitutions. Ouais, mais comme il y a prescription, tu vois, Voilà, c'est ça. malheureusement, t'as un espèce de deuil qui se fera jamais. Après, il avait, tu vois, donc pour le meurtre de sa belle-sœur, il avait perpétuité avec probation sous 20 ans. Ah. J'espère que cette probation a sauté. Ok. Quoi, je savais pas. J'avais pas cette probation-là. Et un des sujets aussi, tu vois, le côté de dire, il y a beaucoup de serial killers où, en fait, à un moment, vont arrêter brusquement les meurtres. Donc, en fait, c'est aussi des affaires comme ça qui sont non classées parce que, en fait, malheureusement, ils n'arrivent pas à l'attraper. Et après, une fois qu'ils disparaissent, et c'est aussi souvent des fois qu'ils se font arrêter pour des conneries, en fait. Ou pour d'autres choses. Où ils vont changer leur mode opératoire, des choses comme ça. Et donc, en fait, il y a aussi beaucoup de crimes qui sont irrésolus, alors que ça se trouve, le gars est en prison pour avoir braqué une supérette, quoi. Et tu vois, là, pour le coup, tu vois, c'est tant mieux, tu vois. C'est pas un Zodiac bis, tu vois. Parce que Zodiac, voilà, ça restera. Zodiac, je crois que ça. Ils en ont pas. Ça a été un des. Je sais plus si c'est dans le film ou si c'est quelque chose que j'ai lu à côté, mais que l'explication qu'ils sont en prison. Ou des fois, ça peut être genre il est mort, ou il a eu un accident. Mais en fait, ça restera un mystère. Ouais, complètement. Et ça restera un mystère irrésolu. Et puis malheureusement, même si ça a créé, on va dire, une mythologie autour de ce personnage-là, je veux dire de ce gros bâtard-là, tu vois. Comme j'ai dit en avant-science, tu vois, ça a créé une espèce de fascination quand même. Donc, un peu morbide. Ah, mais complètement. Mais tu regardes toutes les séries sur les meurtriers c'est exactement ça. En ce moment. C'est déjà un petit peu de temps, mais Dahmer, le film sur Ted Bundy, c'est des serial killers qui sont extrêmement, qui ont été extrêmement violents et psychotiques. Et à côté médiatisé. Et très médiatisé. Pour ce tueur-là, ce serial killer en Corée du Sud. Donc aujourd'hui, qu'il soit toujours derrière les barreaux, donc là, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Maintenant, ce que j'espère, c'est que le deuil en fait par la famille, donc dans les années 80. Je pense que le deuil a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Je sais pas si c'est et je peux pas parler à leur nom, mais moi j'essaie de me mettre dans cette position-là et de se dire que je pense que tu le fais jamais tu vraiment, le fais jamais. Je sais pas si ça aide vraiment en fait de savoir au bout de 30 ans est-ce que ça va t'aider. Je sais pas, ça va peut-être justement remettre un couteau dans une plaie puis le remuer en continu. Ouais, je sais pas. C'est compliqué, tu vois. Moi, j'ai envie de me dire que ça aide pour voir le verre à moitié plein, mais de se dire qu'effectivement, ça permet de s'assurer aussi qu'il n'y aura pas d'autres victimes, en fait. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça, de dire qu'il est derrière le barreau, donc on va dire que maintenant, on va dire on est un peu plus en sécurité, et c'est tant mieux déjà pour ça. Mais non, enfin voilà, je sais pas, tu vois, c'est un mood un peu bizarre parce que tu vois, en plus, comme on vient de regarder le film et que le film se termine sur une espèce de questionnement qui. D'ailleurs, on en parlera un peu plus, je pense, mais t'as un peu ce truc que voilà, le film il a été fait sans savoir qui était le tueur. Ils n'avaient pas l'identité encore. Et même le documentaire derrière qui a été fait 15 ans après. Ils avaient toujours pas le nom du tueur, donc ça a été c'était vraiment récent. Donc c'est vraiment, il y a toujours cette mythologie là autour de ces meurtres là, de cette dégueulasserie là. Et aujourd'hui, en fait, même si nous, on sait qu'on est au courant que le tueur a été arrêté, qu'il est emprisonné, ça n'enlève pas tout la maestria du film, tu vois. Ouais, puis ce qui montre très bien dans le film, c'est effectivement le sentiment d'échec, en fait, de se dire ils n'ont pas réussi. Ouais. Et ouais, non, franchement, c'est très bien. Et moi, un autre truc que je trouve qui est extrêmement bien fait, et je trouve que c'est important de le souligner, parce que c'est clairement pas un sujet qui est bien traité dans tous les films, c'est aussi la façon dont justement les meurtres et les victimes sont représentés. Ouais. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de subtilité et de respect, c'est-à-dire que c'est pas dans beaucoup de films de serial killer, choses comme ça, il y a vraiment une
les meurtres des femmes souvent sont très graphiques, montrés. On voit beaucoup les cadavres. C'est vraiment explicite, quoi. Voilà, nus un peu. Et là, je trouve que en fait, c'est suffisamment montré pour que ce soit horrible. C'est sûrement horrible pour que ça te. Et voilà, que ça soit dérangeant. Ouais. Mais voilà, c'est pas romantisé, sensualisé. C'est pas montré pour faire du sensationnel. C'est pas du Seven, c'est voilà. pas du. Et je trouve qu'il y a justement après, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant le film et je trouvais que c'était vraiment bien. Et c'est quelque chose dont il a parlé après dans le documentaire où il disait que justement eux ils ont voulu traiter aussi ces sujets-là avec beaucoup de respect. Donc il y a eu une célébration bouddhiste qui a été faite. Oui, aussi, avant le tournage, ouais. Avant le tournage pour respecter. Voilà, pour respecter un peu déjà les familles des victimes ouais. Et surtout pour la mémoire aussi. Ouais, c'est ça. Donc déjà c'est hyper bien, je trouve. Et donc il y a 2 meurtres en particulier qui ont été vraiment retranscrits comme avec les informations qu'ils avaient. Et je trouve qu'effectivement c'est donc les 2 qui sont le plus montrés et ça reste quand même fait avec beaucoup de justesse et de subtilité. Et ouais, non, donc voilà, je voulais juste souligner ça parce que je trouve que c'est un point de plus. Et moi, sans spoiler des scènes, mais l'élément de bascule qu'on a parlé tout à l'heure, où tu as le policier qui va basculer vraiment dans le côté, on va dire, obscur de la force. Ouais. Bah, en fait, c'est une des scènes que tu parles justement qui a été entre guillemets reconstituée telle que ce qu'ils avaient comme indice, tu vois, enfin comme preuve. Et cette scène-là, elle est folle. Ouais. Et tu vois c'est pas anodin. Ouais. Qu'ils sont complètement conscients. Ouais. Que c'est des choses qui ont réellement existé. Ouais. Que c'est vraiment des personnes et justement, cette scène-là, ils ont vraiment appuyé sur le côté horreur, en fait. Ouais. Mais pas sur le côté horreur pour montrer graphiquement, c'est la réaction des... C'est l'horreur du trou que ça laisse dans la vie des gens derrière, quoi. Exactement. Et ouais, non, c'est ça. Moi, je trouve que on voyait vraiment dans le documentaire c'était pas... voilà, ça l'atteignait quand même, Bonjour, de traiter ce sujet-là. Et tu sens que c'était dur quand même. Et tu sens que même 15 ans après, dans le documentaire, c'est ce qu'il dit. T'as l'impression qu'en fait, il prend un peu plus de recul par rapport à son film, tu vois. Et même les acteurs, hein, ils disaient que c'était des scènes qui ont été les plus difficiles à jouer de leur carrière, ou des choses comme ça. Et donc, ça se ressent particulièrement bien dans le film. Et je trouve que c'est non seulement très bien fait d'un point de vue cinématographique, mais c'est en plus tout à leur honneur d'un point de vue juste humain, en fait. Bien sûr, de ne pas capitaliser sur des gens qui sont mais tant mieux, et tu le sens. C'est pour ça que ce film il va rester dans l'histoire, parce que finalement, c'est un film qui nous marque, nous, spectateurs, mais qui ont aussi marqué les créateurs eux-mêmes, tu vois. Ouais. Que ça soit l'acteur, que ce soit le réalisateur, que ce soit le chef opérateur, le photographe, tout le monde a été impacté par ce film-là, tout le monde a été touché. Et nous, voilà, ils nous ont pondu cette œuvre-là qui, directement, nous met dans la même situation dans laquelle ils ont tourné, tu vois. Ouais, complètement. Et voilà. C'est un film rempli d'horreur, mais qui reste magistral. Ouais, je suis d'accord. Et nécessaire. Et nécessaire, complètement. Et voilà, encore une fois, Bong Joon-ho, voilà, c'est encore une claquasse. Dieu vivant. Voilà. Allez, est-ce qu'on essaye de se faire une petite scène préf ? Ouais, je commence. Vas-y. Moi, voilà, je vais en profiter qu'on ait un peu spoilé le film. Je vais dire la scène de fin. Same. C'est ça. Bah non, alors moi j'en ai plusieurs. Bah moi aussi, mais du coup si tu veux parler de celle-là, je parlerai d'une autre. Vas-y, je te laisse en parler. Je te laisse. Ok. Ouais, cette scène de fin où en fait un peu à la Zodiac, où t'as on va dire un message du tueur qui te dit que en gros tu ne mourras jamais et que je suis toujours en cavale. Ouais. Dans Memory of Murder, c'est une scène où juste Song Kang-ho va retourner sur le premier lieu du crime de la première victime. Et par nostalgie sans doute, je pense, même si c'est une nostalgie un peu bizarre, tu vois. Donc et c'était en 2009 Non, 2003. Non, parce que non, c'était avant le tournage du 2009, peut-être. Non, il me semblait que c'était 2009 qu'il y avait écrit. Non, c'est 2000. Enfin bref, 2002-2003, je pense. Même sortie du film, je crois. Et pour rappel, le meurtre a été fait en 1986.
Donc voilà. Donc l'inspecteur qui est devenu vendeur d'appareils électroniques ou je sais pas ce que c'était des extracteurs à jus. Oui, extracteur à jus, exactement. Et donc retourne sur les premiers lieux du crime et on a cette espèce de répétition de scène où en fait il va regarder dans le lieu où s'est passé le crime. Et il y a une petite fille qui passe au même moment, qui l'interpelle et qui lui dit il n'y a rien en dessous, il y a quelque chose en dessous. Puis en fait ils vont se faire un petit dialogue un peu entre guillemets lunaire entre une petite fille qui essaie de savoir pourquoi ce monsieur bizarre il regarde dans un ravin d'égout, tu vois. Et t'as son Kang-ho, lui, qui, voilà, nous, on a tout le background, on a tout l'horreur qui s'est passé autour de ça, et qui va discuter avec une petite fille innocente, quoi. Et dans cette scène-là, en fait, on va apprendre que le tueur était passé quelques jours avant faire la même chose que son Kang-ho, c'est-à-dire se rappeler du meurtre. Outre ça, t'as ce dernier regard le plan de fin, de son Kang-ho qui vient briser le 4e mur et qui vient regarder la caméra. Et le film s'arrête ici. Ouais. Et bizarrement, tu vois, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, le côté de briser le 4e mur, ça peut être casse-gueule. Ouais, je suis d'accord. Ça peut te sortir du film, ça peut te complètement détruire un récit. Mais celui-là, comme le mot que tu as dit tout à l'heure, indispensable, il est indispensable aussi. Ouais, je suis d'accord. Ce plan, il est magistral. Parce que déjà, le regard de son Kang-ho, il est perçant, il veut tout dire, tu sens qu'il a... Le film, tu l'as déjà vu, mais quand tu regardes ce regard à la fin, en fait, dans son regard, tu vois tout le déroulé du film. Ouais, tu vois tout le film. Sa résignation, sa colère, son... Voilà. Ouais. Et en fait, le fait de briser le 4e mur comme ça, c'est plus ou moins un message au tueur, tu vois. Ouais. De dire, je regarde la caméra, mais je te regarde toi, qui dois sans doute être dans une salle de cinéma ou dans ton canapé en train de mettre le film, et tu es en train de regarder ce que moi j'ai subi pendant des années. Et ce regard-là, il veut tellement dire. Et j'ai pas regardé l'enquête, mais je sais pas si par exemple le tueur a vu le film, tu vois. J'ai pas vu, alors j'ai pas fait des recherches. On en saura peut-être dans un futur proche, parce que c'est encore vraiment récent, c'est vraiment tout récent, 2019, c'est pas loin, tu vois. Et je pense qu'on en apprendra un peu plus derrière. Derrière, je pense que faudrait que je me prenne le livre Memory of Murder. Je sais pas s'il est encore disponible, faudrait que je le trouve d'ailleurs, parce qu'il y a toute l'enquête, il y a tous les trucs dessus. Et ça m'intéresse énormément pour le coup. Voilà quoi, tout ça pour dire ce regard à la fin. C'est un peu comme le message du Zodiac dans la fin du film qui dit un jour on fera un film sur moi. Et bah là, c'est un peu le sens inverse, c'est de dire que le personnage de Son Kang-ho qui regarde le tueur dans les yeux, t'as cette vraie confrontation là qui ne s'est pas fait dans le film et qui dit putain. Ouais, c'est ça, c'est ce qui manque quoi. Puis pour le coup, dans le film, on parle pas trop, ou même dans le documentaire, des vrais enquêteurs qui ont été sur l'affaire. Et je sais pas justement s'il y a vraiment une vraie inspiration, ils sont vraiment basés sur les... je sais pour le pas. coup, comme tu as parlé, lire l'enquête, ça m'intéresse. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse énormément. Surtout comme tu l'as dit au début du podcast, tu avais un tiers de réel, un tiers de fiction, un tiers de l'imagination de Bong Joon-ho, tu vois. Donc tu as un peu ce côté-là, tu sais pas vraiment quoi prendre. Et de toute façon, je pense qu'ils n'ont pas pris le risque, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis basé sur faits réels. Comme tu dis à la fin, ils n'ont pas mis des images d'archives ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un film. C'est du cinéma avant tout, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et l'horreur qui s'est passée dans le film, ça raconte l'horreur qui s'est passée réellement. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses des deux, tu vois. Vraiment prendre Memory of Murder comme une pure œuvre d'art. Et après, si vraiment on veut se pencher réellement sur ce qui s'est passé, je pense qu'il faut essayer d'aller voir vraiment toute la documentation autour. Et puis, je pense qu'en fait, c'est pas... le sujet, c'est pas la véracité de l'enquête. Pas du tout. Ça, parce que, en fait, c'est montrer les crimes qui se sont passés, en fait. Quoi. C'est cette partie-là qui est réelle et qui est horrible. C'est surtout montrer comment, dans un pays comme la Corée du Sud, tu gères cette horreur-là qui t'arrive un peu sur le coin de la gueule alors que t'es pas prévenu et qui arrive pour une première fois dans l'histoire du pays. Et c'est un peu tourné autour de tout ça. Et c'est le genre de film, même si tu sais
la fin, entre guillemets, pareil que le tueur du Zodiac, c'est pareil, j'avais pas trop de background sur le tueur du Zodiac, mais je savais que quand j'avais vu le film à l'époque, je savais que c'était quelqu'un qui était passé entre les mailles du filet, tu vois. Donc la fin du film, on le sait tous plus ou moins. C'est le genre de film, tu vois, où quand tu sais la fin du film, quand c'est bien fait, tu vois, par exemple, je donne d'autres exemples, tu vois, par exemple, comme l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, le titre, c'est ça. Ouais, tu sais quoi. Tu sais ce qui se passe à la fin, mais par contre, c'est l'œuvre en lui-même qui te bouleverse. Voilà. C'est pareil, c'est comme un film coréen qui viendra sans doute dans le podcast, parce que je l'ai mis dans la liste. Champion. Champion, c'est une histoire, c'est marqué champion, et la tagline en dessous, c'est l'histoire vraie d'un boxeur mort sur le ring. Mais le film, il reste excellent parce que il y a plein d'autres choses. C'est pas parce que tu connais la finalité que ça en fait un mauvais, que t'as pas l'intérêt à voir le film, en fait. Ouais, ça dépend toujours de comment il fait le film, quoi. Voilà, et donc c'est pour ça que pour moi, Memory of Murder et puis plein d'autres films comme ça, tant que c'est fait avec générosité, tant que c'est bien fait et tant que ça veut raconter quelque chose autre que une finalité, bah ça en fait pour le coup, ça en fait un chef-d'œuvre, tout simplement. Entièrement d'accord. Donc, et toi, ta scène? Alors moi, je vais pas mettre la scène d'une tunnel parce que même si c'est une scène qui m'avait déjà marqué au premier visionnage, c'est un peu trop facile, mais qui est excellente, hein, vous pourrez juger par vous-même. Je vais prendre la scène de la fille qui va ramener le parapluie à son mari à l'usine. Et donc, c'est un des premiers meurtres, première attaque qu'on voit. Et donc, en fait, ça commence où la fille est au téléphone chez elle et elle dit « Ok, je vais te ramener ton parapluie, j'arrive, je viens te chercher, quoi. » Et donc, il y a le petit moment d'hésitation quand elle voit qu'elle est habillée en rouge et donc elle va changer. Et c'est la première fois où on voit la menace, en fait. Et on voit l'attaque et on voit la menace. Donc, ça amène aussi quelque chose de plus concret. Et il y a, après, je trouve la scène qui est juste très très belle aussi. Donc pareil, grosse scène de pluie, les lumières sont trop bien et tu vois un plan, un moment où tu la vois qui commence à stresser parce que bah, forcément c'est pleine campagne, donc route toute seule sur des centaines de mètres avec juste de la pluie. Et tu vois au fond donc la rizière et tu vois une tête qui sort, qui redescend. Merde. Et donc, elle commence, voilà. Et donc, la scène est super bien faite. Super stressante. Voilà, super stressante. Une bonne scène de thriller. C'était Memory of Murder. Voilà. Et on vous recommande. De toute façon, maintenant, ça devient l'épisode le plus long du podcast. Ouais, j'avoue, on a bien... C'était nécessaire parce que c'est un film vraiment qui, non seulement qui a marqué l'âge d'or du cinéma coréen, qui nous a marqué nous, et qui vous marquera vous. Ouais, complètement. C'est vraiment à voir. C'était incroyable. Allons-y sur les recommandations. Alors moi, je vais faire 2 petites recommandations rapides. C'est vraiment rapide. C'est vraiment sur deux films que j'ai vus récemment. Et je voulais en parler rapidement parce que c'est important dans les 2 cas. Le premier, je vais commencer avec le bon, on va dire. Je vais parler de Furiosa. Donc la saga Mad Max en tagline. Malheureusement, cet épisode sortira beaucoup trop tard. Et il sera peut-être plus au cinéma. Mais je viens de voir que ce film est en train de faire un flop monumental. Et je suis hyper déçu parce que comme on a fait un épisode sur notre autre podcast Ciné Club Rétro sur la saga Mad Max et que derrière je suis allé voir Furiosa, je suis hyper dégoûté de voir que ce film est en train de flopper parce que c'est toute la quintessence de George Miller et de la saga Mad Max qui est mis dans Furiosa. Et Furiosa, pour moi, c'est le film indispensable à voir. Même si Fury Road est devenu culte avec son temps pour X raisons, en fait, c'est vraiment le complément parfait à Fury Road. C'est pas une répétition bis de Fury Road. C'est vraiment un tout autre film. Ouais. Il n'y a pas d'histoire d'aller-retour, il n'y a pas d'histoire de course-poursuite, il n'y a pas d'histoire. C'est George Miller. C'est raconter d'histoire. George Miller sait se renouveler. George Miller a mis plein de choses de la saga Mad Max dans Furiosa à un niveau plus. Donnez-lui une seconde chance. Enfin, donnez-lui une chance, tout simplement. De la force. Parce que là, s'il est encore au cinéma dans votre coin, ce que ça m'étonnerait à la sortie du podcast, foncez le voir. C'est vraiment indispensable à voir. C'est l'un des meilleurs. Pour moi, pour le moment, c'est l'un des meilleurs films de cette année. Quand il arrivera en VOD, quand il sortira en physique,
procurez-vous-le. Allez le voir, c'est vraiment indispensable. Moi, je serais vraiment écœuré que George Miller, il est assez âgé aujourd'hui. J'ai pas envie qu'il s'arrête là-dessus, tu vois. Ouais. J'ai envie qu'il propose autre chose derrière. Il avait prévu un Mad Max 2. J'aimerais bien qu'il le fasse. Mais j'aimerais bien aussi que le film, que les producteurs aient les moyens aussi de lui donner, on va dire, toutes les bonnes billes pour qu'il fasse quelque chose de toujours d'aussi bien. Donc, donnez-lui la force, que ce soit au cinéma, là, s'il y a encore, ou après en VOD, ou en DVD Blu-ray, parce que c'est vraiment oufissime. Voilà, je vais pas en parler plus, parce que ça reste tout frais encore, puis j'ai pas envie d'en raconter, puis sinon je vais en parler encore une demi-heure. Et deuxième petite, j'en profite. Hein. Vas-y. N'allez pas voir Les Guetteurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. Là, c'est une contre-recommandation, c'est pas une recommandation. C'est bien parce que, alors, celui-là, je l'ai pas vu. Et j'ai pas vu Forza non plus, donc celui-là, c'est plutôt dommage, j'ai envie de le voir, mais... Et je vous en supplie, ne donnez pas de force à ce film-là. De toute façon, on n'en a pas besoin, parce que, je sais plus son nom, je suis désolé, mais c'est la fille de Nia Shyamalan. Elle a déjà cette force de la part de son père, et je pense qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur donne du soutien, parce que je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux et pour faire un peu ce qu'ils veulent. Et là, ils l'ont prouvé avec Les Guetteurs. On sent que c'est la fille de papa qui a dit « Tiens, je te fais un cadeau, fais ton premier film ». C'est pas un bon film. C'est pas un bon film de cinéma, c'est ni un bon film de plateforme. Il a beaucoup de défauts. J'accepte les défauts dans les premiers films, j'accepte les défauts dans le cinéma. Mais là, c'est trop approximatif, c'est incohérent sur incohérent, c'est des idées cinématographiques qui peuvent être bonnes sur le papier, mais qui ne sont très mal réalisées sur la pellicule. Donc voilà, c'est très rare que je déconseille un film, mais là, je vous en supplie, ne donnez pas de force à ce film-là, il ne mérite pas du tout. Ça va peut-être réveiller la famille Shyamalan et peut-être de dire bon, on va essayer de travailler un peu plus sur nos films. Peut-être pas proposer un scénario V1, mais peut-être essayer de le retravailler et de proposer peut-être une V36 pour qu'on puisse faire quelque chose de potable. Parce que là, Les Guetteurs, c'est vraiment... c'est pas possible. C'est ni bon ni à faire. Ah voilà. Moi, franchement, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, ça a l'air sympa et tout, ça peut être bof, mais ça peut être super bien. Et puis, tu m'as raconté le film, j'ai fait, ah ouais, c'est vraiment pourri. Quoi. Non, c'est rare. Pas du tout envie. C'est rare que je déteste un film à ce point-là. Le dernier, je crois, c'est Dragon Ball Evolution. Donc, ça date quand même. Je suis assez bon public, j'accepte beaucoup de choses, mais voilà, il y a plein de films, je sais que c'est pas pour moi, mais ce film-là, il est pour personne. Je vais finir là-dessus. Ok, très bien. Moi, je vais en faire deux aussi. Je vais recommander un livre-essai de Stéphane Bourgoin qui s'appelle Serial Killer, et en fait, c'est une enquête sur les tueurs en série. Donc en fait, il va décrypter au départ le mécanisme d'un tueur en série. Qu'est-ce qui va différencier un tueur en série, un tueur de masse. Il y a aussi ce qu'on appelle alors je vais essayer de retrouver, c'est le spree killers. En gros, c'est les tueurs d'opportunité. Donc ils peuvent être considérés comme des serial killers parce qu'ils peuvent faire ça plusieurs fois. Mais voilà, c'est pas le même méthodisme, la même méthode et le même modus operandi. Et après, il a des interviews. En fait, il a interviewé en prison des serial killers. Et donc, il va aussi après faire des journaux sur des tueurs en particulier. C'est assez glaçant, parce que tu sais que c'est vrai. Mais c'est très bien fait et ça montre bien, je trouve, la psychologie un peu derrière. Et voilà, donc c'est très bien documenté. Donc voilà, je recommande ça. Okay. Et le deuxième, alors j'ai pas encore lu, mais je recommande l'édition, en fait, la collection Society de la maison d'édition 10-18, qui a lancé toute une série en fait de true crime. Et donc il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites, journalistiques. Il y a pareil un gros travail de documentation et journalistique sur des affaires criminelles. Je crois qu'il y en a une qui est non résolue. Et voilà, donc il y a des affaires emblématiques des États-Unis ou d'autres parties du monde. Et voilà, donc il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a je pense entre une petite demi-douzaine de livres sur cette collection-là. Donc voilà, si vous êtes amateur de crimes basés sur des faits réels ou des affaires criminelles, ça peut être une bonne idée de lecture. Parfait, toujours dans le thème. Toujours dans le thème. Parfait. Je vais essayer d'être raccord. Nickel. Bon, alors est-ce qu'on reste toujours sur un thème aussi lourd et difficile pour la prochaine semaine, ou est-ce qu'on a quelque chose d'un petit peu plus léger
Moi, j'ai un peu de pression pour celui qui va passer après. Hein. J'avoue. Il a intérêt d'être à la hauteur parce que. Ouais. En même temps, s'il doit être à la hauteur, ça veut dire que tous les autres doivent être à la hauteur aussi parce que. Je te dis, là, ça va être le pugilat quand on va devoir les classer. Oh là, ça va être dur. Hein. Ça va déjà être dur. juste classer là les 3 derniers qu'on a fait. Waouh. J'avoue que là, on était sur une bonne série. Hein. Ouais. C'est parti, piochon. Piochon. T'as une petite envie quand même ou pas? Bah, moi, si on reste en Corée et on reste sur un truc dans ce genre-là, ça me va. Hein. Ouais, là, j'ai envie de me refaire un. Comme tu dis, j'ai envie de me. À la fois, j'ai envie de me faire un gros film. Ouais. Mais là, comme tu dis, j'ai peut-être envie d'un truc un peu plus léger, tu vois. Parce que là, on a fait des gros. Ouais. De gros films. Et. On les a enchaînés. Je suis en train de regarder la liste. On les a enchaînés. On a bien, mais tant mieux, quelque part. Tant mieux. Ouais, c'est clair. Bon, allez, c'est parti. 3, 2, 1. 2 sœurs. 2 sœurs. Mais. Bah, on reste dans la même lignée, je pense. Ça va être, non, là, ça va être différent. Ça va être sombre. La lignée, c'est différent. Ouais. Différent. Ça va être. Donc, 2 sœurs de Kim Ji-woon. Ouais. Parfait. En plus, c'est une commande qu'on vient de recevoir. Ouais. Putain, c'est bien fait. C'est clair. C'est bien fait. Mais. Ah, j'ai hâte. Ouais, bah pareil. On est plus sur de l'horreur là, je crois. Hein. Ouais. Ouais, horreur, suspense. Je l'ai jamais vu, mais apparemment, c'est plus que de l'horreur. Mais moi, je crois que j'ai même pas vu la bande-annonce en fait. Ouais, je crois que je connais. J'ai juste, quand on a reçu la commande, là, j'ai lu le résumé, mais c'est tout en fait. Sinon, non, apparemment, c'est autre que. Ça va au-delà de l'horreur. Ok. Mais pas au-delà, genre. T'inquiète pas, je te vois frissonner déjà. Mais apparemment, c'est un film de genre qu'on voit pas à tous les coins de rue. Ok, cool, ça me va très bien. Ça me va très bien, c'est ce que j'aime aussi dans l'horreur, donc ça me va. Donc parfait. Tu vois, là, au fond de moi, comme on vient de recevoir la commande de Kim Ji-woon, là, j'ai espéré un petit bittersweet, là. je sais. Je dois t'avouer que le petit bittersweet, j'avais envie qu'il pop, là. Ouais. Mais bon, 2 sœurs, c'est parfait. C'est parfait. On va peut-être les enchaîner, hein. On va peut-être les enchaîner. Ah, peut-être, hein. Peut-être. On reste en Corée. Ouais. On va reparler pour une deuxième fois de Kim Ji-woon. Après Le Bon, la Brute et le Cinglé. Ouais. Donc là, c'est 2 registres complètement différents. C'est ce que j'allais dire. Ça va être intéressant, j'espère. Et ouais, et j'ai hâte de le voir parce que ça, je l'ai pas encore vu. Donc j'ai bien hâte. Bah, très bien. C'est parti pour la semaine prochaine pour 2 sœurs. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux, nous mettre des petites étoiles, abonnez-vous sur nos pages sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute. Et puis, portez-vous bien. Ayez une bonne semaine, une bonne vie. Kiffez la live. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour 2 sœurs. C'est parfait, ça. Bye. Ciao tout le monde.